Salut tout le monde et bienvenue dans l'effet Féline. Aujourd'hui, je vous parle du pape Jean-Paul II. Non, on parlera pas de catholisme directement, on parlera pas de ce qui est de ses voyages et ainsi de suite, là. Il y a rien de religieux, il y a rien de spirituel de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est plutôt autre chose que ça, mais vraiment, là, quand on dit que le pape Jean-Paul II, cet homme était vraiment là, le dernier des géants, le dernier des grands hommes à quitter ce monde en 2005. C'est vraiment là, oui, je le crois. Le 2 avril 2005 qui nous a quittés. Et c'est vraiment un des derniers, c'est pas le dernier des grands hommes qu'on a eu vraiment au cours des dernières années. Alors, on va parler un petit peu de son histoire, surtout avant qu'il devienne pape, parce qu'il y a vraiment une belle histoire, très intéressante, et il a vraiment combattu parce que c'était un anti-nazi, c'était un anti-communiste. Alors, imaginez, le gars, il est né en Pologne, et justement, il est dans ces deux pays-là, le 18 mai 1920, à Wadowice, en Pologne. Et je dois vous dire une chose, pour avoir été en Pologne, parce que, pour mettre en contexte, c'est un pays qui est catholique extrême, OK? Oui, c'est un État qui est catholique, mais c'est vraiment extrémiste, là, tu sais. Alors, il y a des statuts de religion presque à tous les coins de rue. Tu sais, on est très, très, très catholique. Donc, quand tu vas en Pologne, il y a des statues du pape Jean-Paul II n'importe où, même dans la mine de sel. Il y a une grande statue de lui en sel. Où est-ce que n'importe où tu vas en Pologne, en tout cas dans le coin de Cracovie surtout, il y a toujours quelque chose à l'effigie de Jean-Paul II. Et aussi, bon, on mentionne que Jean-Paul II a déjà mis les pieds à ce bâtiment. Jean-Paul II a étudié en telle quelle année à cet endroit. Tout sur Jean-Paul II, c'est incroyable. Et c'est ça, donc, c'est vraiment là quelqu'un, une superstar, vraiment pour les Polonais. Et je me dis, bon, c'est parce que les gens sont fiers, tu sais. Les gens sont fiers de qu'ils ont eu un pape dans leur coin, tu sais, un Polonais. Et c'est une fierté. Mais quand on regarde comme il faut, le 264e pape de l'Église catholique, c'est plus que ça. Et je comprends maintenant pourquoi que les Polonais sont tellement en amour envers le pape Jean-Paul II. Ils l'ont été durant qu'il était vivant. Et aujourd'hui, c'est un saint. Et c'est vraiment là, c'est un dieu vraiment pour les gens de la Pologne. Et maintenant, ben, je comprends très bien en regardant un petit peu son histoire. Donc, c'est là-dessus que on va jaser un peu. Lui, bon, il est né en 1920, comme je vous disais. Et bien entendu, en Pologne, quand on pense à la Pologne, à ces années-là, on sort de la Première Guerre mondiale. Et bien sûr, septembre 1939, les nazis envahissent la Pologne. Donc, lui, bon, il n'a que 19 ans lorsque les nazis arrivent. Et il va passer vraiment là en étant un jeune adulte, là, vraiment sous le joug nazi. Il aura été envoyé dans un camp de travail, dans la mine de sel, justement, pas tellement loin de Cracovie. Et c'est ça, mais sauf que lui, il a toujours voulu être prêtre. Il a toujours voulu s'en aller, c'était sa vocation. Même jeune, il était enfant de cœur, il a été servant de messe. Et justement, en 1940, il devient un jeune prêtre. Et puis, c'est ça. Donc, tout va bien et ainsi de suite. Sauf que là, les nazis, eux, ben, il y a un couvre-feu. Lorsque les nazis sont au pouvoir en Pologne, ben on impose un couvre-feu pour tout le monde. Donc, après le couvre-feu, tout le monde doit être à la maison. Et on sait de quoi qu'on parle ici, hein. Mais sauf que, imaginez que Jean-Paul II, avec des gens, des chrétiens, il faisait des messes en cachette pendant le couvre-feu. Et ils le savaient tous qu'ils risquaient leur vie parce qu'ils savaient que
si les nazis s'apercevaient qu'il y avait des gens qui ont brimé le couvre-feu, ben c'est sûr qu'ils allaient passer vraiment un mauvais quart d'heure, là, tu sais, puis c'est même perdre la vie et ainsi de suite, là, tu sais, c'était très sévère. On voulait vraiment pas que les gens sortent, mais les Polonais ont quand même décidé, malgré le couvre-feu, de sortir quand même en cachette et aller à des messes dont Jean-Paul II fait partie de ses prêtres. Alors, il a vraiment risqué sa vie et heureusement, le nazi au pouvoir n'aura pas duré encore très longtemps. On connaît l'histoire, en 1945, les nazis tombent. Par contre, ça devient un pays communiste en 1945, parce que là, ce n'est plus le joug nazi, mais plutôt le joug soviétique. Staline devient roi et maître de la Pologne et de presque tous les pays qu'il y a à l'Est. Donc, ce qu'on parle le rideau de fer, ben ça devient tout sous le joug soviétique. L'Allemagne de l'Est, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, tous ces pays-là autour. Donc, là, on tombe vraiment dans le joug soviétique. Et là, on pensait que c'était l'enfer avec les nazis, mais on réalise que les nazis étaient beaucoup moins pires parce que là, ça devenait pire avec les soviétiques au pouvoir. Alors, c'est ça. Et par contre, lui, le Jean-Paul II, bon, de son vrai nom, c'est, on veut aller vraiment, là, Karol, c'est ça, là. Ça, c'est Karol Vati. Je vais le prononcer comme il faut parce que j'aimerais ça le prononcer comme il faut quand même. Mais c'est ça, là. Karol Wojtyla. OK? Bon, notre ami Karol, lui, c'est ça. Donc, de son côté, il était devenu évêque à un moment donné. Et Staline, lui, trouvait que les gens de Cracovie, où demeurait Jean-Paul II, où il était l'évêque, trouvait que les gens n'adhéraient pas assez le mode de vie communiste. Et lui, Jean-Paul II, qui était un anti-communiste, alors ce qui arrive, c'est que à l'est de Cracovie, Staline fabrique une nouvelle ville. Ça s'appelle Nowa Huta, OK? N-O-W-A-H-U-T-A. Ça, c'est une ville que Staline va fabriquer avec des bâtisses qui sont vraiment le style communiste. Alors, il a vraiment fabriqué une ville là vraiment communiste. Là, t'sais, à quoi doit avoir l'air une ville communiste pour inciter les gens de la Pologne, les gens de Cracovie à adhérer le mouvement communiste qui est imposé par les Soviétiques. Sauf que là, dans les gens qui demeurent là, ce sont des ouvriers. Et comme on disait, c'est que les Polonais sont catholiques. Et Staline, lui, qui ne reconnaissait pas tellement la religion catholique, a cru que c'était pas une bonne idée de fabriquer une église. Mais les gens ont commencé à faire des manifestations. Et là, faire des manifestations, n'oubliez pas, on fait pas de manifestations là, quand on est dans un pays communiste. T'as pas le droit. Et les gens risquaient un petit peu leur vie. Et là, ce qui est arrivé, c'est que là, ça a causé des affrontements. À un moment donné, c'est Jean-Paul II, qui était l'évêque de Cracovie. Ce qu'il fait de son côté, c'est qu'il s'en va planter une croix au milieu d'un parc. Il dit, c'est à partir d'ici qu'on va faire la messe. Et là, Staline a reculé. Il a réussi à faire reculer Staline. Et Staline a dit à ses hommes gars, laissez-le faire, là, puis on le pognera à un moment donné, celui-là. Là. Et donc, c'est là que Staline a su qui était notre ami Karol, qui va devenir Jean-Paul II. Alors, Karol, vous allez m'épargner un petit peu son nom de famille, là. Mais Karol, lui, de son côté, c'est ça. C'est que là, son nom commence à résonner dans les oreilles de Staline, et Staline commence à être agacé par lui. Et à un moment donné, c'est ça. Lorsqu'il a été nommé cardinal, il est parti à Rome pendant quelques années, il est revenu. Et plusieurs voyages aussi, que justement Jean-Paul II faisait lorsqu'il allait à Rome. On lui donnait un visa tout simplement touristique. C'était pas plus que ça, là, pour y causer des problèmes lorsqu'il arrivait en Italie, là. Donc, tout ça pour dire que dans le parc, il fait ériger une croix. Et cette croix-là, ça sera une église qui sera bâtie justement
en 1978, lorsqu'il est pape, non, avant qu'il soit pape, je veux dire, lorsqu'il était cardinal, c'est là qu'il va, un petit peu avant qu'il soit pape, donc il va y aller avec, malgré l'opposition communiste, ben il va faire construire une église, dont il sera le premier à mettre la première pierre, un peu comme Saint-Pierre a voulu avec le Vatican. Donc c'est le cardinal Carole qui va mettre la première pierre pour bâtir cette église-là. Et là, c'était pas Staline parce qu'il n'était plus vivant de rendu là, mais là, le communiste, toute la haute garde de l'URSS sont un peu insultés. Et quelques temps après, il y a une grève des travailleurs en Pologne. Et on décide de faire la grève. Et les communistes sont contre ça. Puis il y a des mouvements, il y a des rassemblements. Et puis il n'y en est pas question. Et lorsque le pape, lorsque Carole devient Jean-Paul II, ben c'est lui qui va mettre pression pour que les travailleurs vont réussir à être syndiqués librement et qui vont avoir des privilèges, ce qu'on n'offrait pas du tout et ce qu'on n'offre pas dans un monde communiste. Donc, tout ça sera vraiment là grâce à Jean-Paul II. Lequel je dis privilège, c'est vraiment le mot terme qui est approprié, vraiment privilège. Parce que les gens n'étaient pas libres, là. T'sais, on était dans un monde communiste. À son premier voyage à Rome, justement, il s'en va visiter les voyageurs. Et dans un parc, il s'en va carrément rencontrer les fidèles. Et il a fait parce que les gens étaient tellement fiers de lui, là. Et il y a eu un immense rassemblement. Ce que, encore une fois, les communistes, les soviétiques n'aimaient pas tellement. Alors, on sait qu'un peu vengé, là, dans les années 60 aussi, là, ça n'a pas été rose en Pologne. Il y a eu des hommes qui se sont levés, ils ont été mitraillés par, justement, l'Union soviétique. Et justement, il devient pape en 1978, qui va succéder à Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier, il aura duré 30 jours comme pape, et les circonstances de sa mort, on dit que il aurait découvert des choses et que il y a des cardinaux qui l'ont mal pris, qui ont dit non, il n'y avait pas d'affaire à découvrir ça. Puis on se dit, un accident est vite arrivé, il est mort durant son sommeil, puis bon, il n'y a jamais eu d'autopsie sur son corps. On s'est organisé pour se débarrasser de tout ça. Là, on a le pape qui est rendu le pape Jean-Paul II, qui fait carrément sacrer l'Union soviétique. Et il y a le 13 mai 1981, il y a un homme qui lui tire dessus, un Turc, Mehmet Ali Gaya. Et lui, de son côté, ce qui arrive, c'est que là, on commence à se poser des questions. Parce que là, lui, c'est un Turc. Est-ce que c'est un loup solitaire ou est-ce qu'il y a des gens qui l'ont payé pour ça? Et là, ce qu'on découvre, c'est que Mehmet en question, le Turc, ben il a passé du temps avec justement avec la mafia bulgare en Bulgarie. Et eux, ben ils avaient des liens avec des arrangements avec le KGB. Et il faut pas oublier, oui, c'est vrai. C'est dans les années 60, lorsque Jean-Paul II commençait vraiment à rouspéter et ainsi de suite contre le communisme, on a découvert 223 micros, des mini-micros. On a découvert 223 micros chez lui. À un moment donné, on s'est aperçu qu'il y avait des micros, puis là, ben, on a commencé à... Il y avait des micros partout chez lui pour être sûr d'entendre tout ce qu'il allait dire. Et il était vraiment là, il était une cible il était une cible vraiment pour le KGB. Donc, on manque de le tuer, on rate carrément. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir la pape mobile. Et la pape mobile qui va devenir populaire à travers le monde. Et ça, la pape mobile, ben, ça sera conçu par un groupe universitaire de l'Université Laval à Québec. Et elle sera utilisée pour la première fois lorsque le pape est venu dans les années 80 à Québec. Je crois que c'était en 1984, si ma mémoire est bonne. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il était vu comme une star. C'était vraiment, là, on avait des fagnons à l'effigie du pape Jean-Paul II, là, tu sais. C'était vraiment une rockstar, là, lorsqu'il
il arrivait, puis on l'a vu passer, tu sais, devant nous, puis je me souviens, j'étais sur Dorchester et à Québec, puis j'étais enfant, puis tu sais, là, tu vois le pape passer, tu sais, c'était vraiment une superstar, là, tu sais, et il était dans la pape mobile, c'est ça, c'est un petit clin d'œil en passant pour l'Université Laval, parce que c'est à partir de là que le pape aura toujours une pape mobile, et ça a été fabriqué ici. L'idée vient d'ici, de Québec. Et pour la première fois, ben, ça a été à Québec qui s'est servi de la pape mobile. Les années 80 aussi, ce qui arrive, c'est que il y a Ronald Reagan qui devient président des États-Unis. Et lui, ben, il craint vraiment là, une attaque soviétique. Hein? On est dans la guerre froide et le moment le plus tendu de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, c'est vraiment le bout où les années 80, les années Reagan, là, tu sais. Il y avait le programme que Reagan avait sorti, la guerre des étoiles. On prévoyait vraiment là qu'il y ait une guerre entre les deux pays et ça sera une guerre nucléaire. Sauf que comment avoir des informations qui viennent de l'autre côté du rideau de fer, ben ça n'était pas évident, tu sais, tout était fermé, puis c'était pas évident de trouver des informations, mais où est-ce qu'ils sont rendus les Russes, là, les Soviétiques, avec l'arme atomique et ainsi de suite. Et pour que Reagan ait des informations, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des gars du CIA, ok, de la CIA, il les a envoyés à Rome, au Vatican, et il rencontrait le pape en cachette. Il rencontrait le pape Jean-Paul II en cachette dans sa bibliothèque personnelle. Et c'est là que le pape jasait avec les gars de la CIA pour savoir, pour avoir des informations, parce que le pape avait des informations carrément pour... c'est sur ce qui se passait du côté de l'Union soviétique. Et puis, c'est le pape qui envoyait des informations quand même. C'était nul autre que lui. Et c'était vraiment... Il faut dire aussi que le pape est vraiment... Sans le pape Jean-Paul II, le mur de Berlin ne serait pas tombé en 1989, mais il aurait tombé sûrement dans le coin de 1999-2000. Honnêtement. C'est qu'il a fait avancer vraiment, là, c'est vraiment le pape Jean-Paul II, parce qu'il s'en est servi de ce pouvoir-là lorsqu'il était le pape, pour faire tomber le rideau de fer, faire tomber le communiste. C'est lui vraiment qui est en avant de tout ça, pour faire tomber le régime communiste et que les gens deviennent plus démocrates et qu'ils deviennent démocrates tout court. Mais c'est Jean-Paul II qui est en arrière de tout ça. Donc, c'est la belle histoire de Jean-Paul II dont je voulais vous raconter. Oui, on pourrait raconter des choses au niveau spirituel, mais moi, c'est pas là-dessus que je voulais m'attarder. C'était vraiment l'homme, là, tu sais. C'était vraiment, là, c'est ça, vraiment, là, Karol Wojtyla, cet homme-là qui est un grand homme, qui s'est battu pour son peuple. Il s'est battu contre le communisme, contre les nazis. C'est ça, et son père était militaire en passant. Il était militaire et donc ça a été vraiment là et ça a vraiment été un grand homme, hein? Et il a fait réussir à faire ce qui n'avait pas été fait avant, parce qu'on disait c'est des païens puis yanana. Il a réussi à réunir là vraiment une interreligion, que ce soit les catholiques, les juifs, les juifs, les orthodoxes aussi, les anglicans, les musulmans, toute la gang. Il a vraiment réussi là à rassembler. Il était un rassembleur aussi, ça. Faut vraiment pas oublier ce côté-là. Donc, c'était l'histoire de Jean-Paul II.